parlais d'une troisième grande crise que tu as dû gérer. Qu'est-ce que c'est? Bien justement, moi aussi, avant la survenance de cette crise, je me suis dit que tout allait bien. Ouais. Globalement, les gens semblaient impliqués. Ali et Samantha étaient des gens solides sur lesquels je pouvais m'appuyer pour avancer. Et donc j'avais du temps pour faire mes livrables. C'est vrai que je n'ai pas forcément observé des signaux faibles. La baisse d'interaction dans les réunions, la baisse d'interaction dans le channel de discussion. Mais je me suis dit que tout allait bien. Et la réalité m'a rattrapé. Et je pense que ça a été en grande partie ma faute. Il s'est passé un moment où je ne m'attendais pas. Lors d'une réunion d'avancée du projet, auprès de la direction, je leur présente quelque chose qui marche plutôt bien, qui fonctionne bien. La direction me félicite, évidemment je les remercie. J'oublie de citer 2 personnes qui étaient dans la salle, qui avaient participé à cette avancée. D'accord, comment ils ont réagi? Très mal. Ils m'ont dit que c'était vraiment pas OK, qu'ils avaient l'impression qu'on était en train de les invisibiliser. Et moi, ce que je fais, je m'excuse directement. Et je leur dis que c'était absolument pas ça, que c'était seulement pour moi un bravo général suffisait largement. Et là, ils m'ont fait une deuxième retour en me disant que concrètement, je ne faisais pas assez de reconnaissance et donc je ne m'intéressais pas à leur travail. Oui, comment tu l'as pris celui-là? Là, je l'ai pris très très mal. Pour moi, c'était pas entendable. J'arrêtais pas de faire des retours en disant que le projet avançait bien, qu'on allait dans les temps. Et pour moi, ça suffisait largement. Ouais, mais apparemment, ça suffisait pas pour eux. C'est là où j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, moi-même, j'avais des retours individualisés, réguliers, de la part de la direction et de la part de ma manager. Et là, j'étais face à un problème, il fallait que je change mon approche, sinon il y avait des vrais risques. Un risque de démotivation, tout simplement. Tout à l'heure, je t'ai partagé quelque chose, la baisse des interactions. C'était un élément de motivation. Ça fait lien avec les travaux de Frédéric Herzberg sur le lien entre la reconnaissance et la performance, et donc la motivation. Il manquait de cadre concret pour la reconnaissance dans ce projet. Et j'étais face à une vraie opportunité si je changeais, mais ça impliquait évidemment des changements de mon côté. Tout d'abord, je devais remettre en cause des considérations que j'avais, me remettre en question. Un bravo général ne suffisait pas. Le fait d'atteindre ces objectifs de façon globale ne suffisait pas. Il fallait que je m'adapte aux besoins. Et donc, désormais, ce que je fais, c'est que lors des réunions d'avancée, dès que quelqu'un a fait une belle avancée, je le cite explicitement auprès des autres intervenants. Ça correspond aux travaux de 2 auteurs qui parlent du langage de la reconnaissance au travail, Gary Chapman et Paul White, qui identifient des éléments qui disent l'importance de s'adapter. Certains collaborateurs ont besoin d'avoir des reconnaissances devant tout le monde, des éloges publics. D'autres ont besoin plutôt d'avoir des reconnaissances privées autour d'un café pour avancer. Reconnaître, non pas comme on aimerait être reconnu, mais comme l'autre a besoin. Moi, des éloges publics suffisaient. Effectivement, pour d'autres, d'autres choses étaient nécessaires. Et du coup, maintenant que tu as pu analyser ça, est-ce que toi, tu as mis en place des rituels de reconnaissance peut-être? Oui, tout à fait. C'est un des deuxièmes apprentissages que j'ai eu de ce projet. Il fallait que je mette en place des cadres. Et désormais, lorsqu'on a réussi une avancée, en tant qu'équipe projet, on valide, on reconnaît les avancées de chacun des membres de l'équipe. Ça permet aux autres de se reconnaître mutuellement. Et pour moi, ça permet d'avoir une occasion de reconnaître le travail des uns des autres. D'autre part, ça a un autre côté positif, c'est que ça développe la spirale de la confiance. Parce que les gens, comme ils sont reconnus, ils peuvent partager une difficulté et donc utiliser l'intelligence collective avec de l'implication collective. Pour moi, ça a été une vraie leçon de dire que pour développer mon leadership transformationnel, je devais utiliser cet outil parce que je sais que c'est ce qui va inspirer et embarquer les équipes. D'accord. Donc en fait, voilà, la reconnaissance en continu, déjà, ça n'a que des bénéfices. Ça permet d'asseoir ton leadership, mais aussi de faire avancer l'équipe parce qu'on offre des retours qui sont positifs. Oui, mais pas que les retours positifs. Il fallait que je valorise autre chose. Les 2 personnes qui m'ont fait un retour ont fait un retour très courageux. Ils ont partagé une réalité, peut-être qui était partagée par les autres. Il me fallait valoriser ces éléments-là qui me permettent moi-même de progresser, de développer mon leadership et surtout développer leur confiance qu'ils vont avoir en moi. Et donc le feedback d'amélioration, je devais l'encourager au part des équipes. Je pense que recevoir des feedbacks d'amélioration, comme faire face à des difficultés, faire face à l'échec, c'est tellement formateur, mais c'est aussi tellement difficile. À chaque fois que tu as exprimé les crises et que tu les as décrites, tu as d'abord rejeté la faute sur les autres avant de reconnaître tes propres erreurs. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est naturel. On va revenir sur les peurs. C'est une matérialisation des peurs, mais c'est aussi quelque chose d'autre. C'est aussi que c'est difficile de penser contre soi, de se remettre en question. Et tout à l'heure, je t'ai parlé d'intelligence situationnelle quand je parlais de la remise en question. Et je pense qu'il y avait une autre compétence qui est apparue, que j'ai découvert vraiment en faisant un retour sur cette expérience. Je pense que les compétences qui sont liées pour mon leadership, celle d'intelligence, on va rajouter celle d'écoute, je vais en rajouter une troisième, celle du courage. Le courage
de faire preuve d'humilité, le courage d'analyser une situation à froid, le courage de se remettre en question. Y compris, bien sûr, face à mes figures de leadership. Et alors, ça a changé, c'est plus Napoléon? Alors, je pense que Napoléon est toujours, pour moi, un symbole, évidemment, du charisme. Et je pense que son charisme a dû l'aider à faire avancer son grand projet. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'autres compétences sont tout aussi importantes. Intelligence, écoute, empathie, courage. Et je vois aujourd'hui du leadership chez plein de figures. J'en vois chez Rosa Parks, j'en vois chez Greta Thunberg, j'en vois chez Thomas Pesquet, j'en ai même vu il y a de ça 2 jours avec Antoine Dupont. Des personnes qui font preuve de leadership pour faire évoluer les choses. J'en vois même dans l'entreprise, avec mes collègues qui font vraiment dépasser les limites avec leurs différentes qualités. Pour résumer, je pense que ce que j'ai appris de ce projet, c'est qu'on n'est pas leader. On le devient à condition de vouloir le devenir. Super, merci beaucoup pour ton témoignage, Johan. Ça donne vraiment envie de développer son leadership à tous les niveaux. Là. Je vais répéter ce que tu dis, c'est marquant. Hein. On ne naît pas leader, on le devient dès l'instant où on accepte de le devenir. Et je rajouterai par rapport à tout ce que tu nous as partagé, à condition de mobiliser son intelligence, son courage et sa gentillesse.